Les Plumes sur RCN, présenté par Mona. Bonjour à tous. Le fantastique est, en général, parce qu'il y a plusieurs écoles, il est caractérisé par l'intrusion d'éléments surnaturels dans le cadre du récit, sans en rompre le réalisme. Le fantastique fait toujours rêver. Aussi, j'ai réuni aujourd'hui deux auteurs dont les romans contiennent une petite dose de folie, d'inattendu, de peur et de réalité dérangeante. Je suis ravie d'accueillir Pablo Beag pour son roman Comme meurent les papillons, publié aux éditions Ex Aequo, et Patrick Richard pour son roman L'héritière, publié chez Rebelline Éditions. Avec nous également John Bullitt, un troisième auteur iconoclaste qui nous lira sa nouvelle « Savoir jouer au foot ». Vous avez le programme, gare aux turbulences. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour, très bien. Bonjour, très bien, merci. Bonjour, pas de problème. Pablo, Comme meurent les papillons est votre second roman, un second roman qui donne toujours dans le fantastique. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre d'écriture ? Je me suis jamais vraiment posé la question. C'est vrai que j'ai toujours écrit du fantastique depuis que j'écris. En fait, je pense que c'est lié aussi à mes influences littéraires. Depuis déjà le collège, les livres que je lis sont toujours des livres qui sont sortis de l'ordinaire, qui ont cherché à faire sortir les protagonistes du cadre classique des choses. Petit, c'était plutôt de la fantaisie. J'ai beaucoup été inspiré par Tolkien, notamment au collège. Puis après, au lycée, c'était plutôt les auteurs classiques du fantastique, Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Lovecraft, bien sûr, que je lis encore beaucoup aujourd'hui. Donc je pense que c'est surtout les influences qui m'inspirent. Et puis une volonté aussi de sortir tout simplement d'une réalité monotone parfois qui peut nous ennuyer un petit peu. Je pense qu'on a besoin tous de s'échapper pour le pire ou le meilleur. Parlez-nous de Comment meurent les papillons. Comme meurent les papillons. Ah, comme, pardon, oui, c'est moi. Alors, Comme meurent les papillons, c'est un roman fantastique. Je pense même qu'on peut le qualifier d'épouvante. Oui. On m'avait dit qu'il était très sombre, même plus sombre que le premier, Oui, pour lequel vous m'aviez invité déjà. Effectivement, il est particulièrement sombre puisque c'est l'histoire en fait d'une malédiction qui s'abat sur l'ensemble des bébés d'un petit bourg vosgien, d'une petite ville vosgienne en fait, qui se mettent soudainement lors d'une nuit de pleine lune à prononcer des paroles dans une langue inconnue déjà, dont les mots se terminent tous en ox, qui est encore une référence au premier roman. Et aussi à évoquer, lorsqu'il parle en français, des scènes visiblement de torture, un décor apocalyptique, un décor vraiment effrayant pour les parents qui entendent ça. Et donc, en fait, on suit les aventures d'une bande d'adolescents qui sont au collège, en fait, 12-13 ans, qui sont en partie, enfin pour certains d'entre eux, en tout cas les grands frères de certains des bébés qui sont concernés par cette malédiction. Donc, ils se mettent à enquêter pour essayer de trouver comment sortir leur petit frère ou petite sœur, en l'occurrence, de cette malédiction, qui se mettent notamment à se rappeler d'un épisode où vous avez vu une silhouette encapuchonnée s'enfoncer dans un caveau du cimetière, et puis ils se disent qu'il y a peut-être un rapport avec tout ça, donc ils partent de cet épisode pour essayer d'enquêter, et leur enquête va les mener toujours plus loin dans on va dire la folie, le désespoir qui s'abat un petit peu sur eux, et qui va émietter en quelque sorte leur innocence enfantine au fil du temps, plus ils se rendent compte qu'en fait ils ne sont que les marionnettes d'un destin qui les dépasse. Et puis en parallèle, on suit aussi les confessions d'une personne qui est anonyme tout au long du récit, jusqu'au dénouement final évidemment, qui est qualifiée pendant tout le long du récit de femme au châle, la femme au châle. Et en fait, elle vient se confesser au cœur de la nuit dans l'église du village auprès du père Vanzine, qui est donc le curé. Et elle affirme être à l'origine de la malédiction des bébés. Donc le père Vanzine au début la croit pas, il considère que tout ça c'est impossible ce qu'elle raconte, puisqu'elle raconte qu'elle a en fait fait une espèce de malédiction, de pacte maudit avec un être diabolique pour engendrer cette malédiction sur les bébés. Le père Vanzine, qui est un curé à la fois vacillante, continue malgré tout de ne pas croire à ce genre de récit qui paraît trop irrationnel pour lui. Mais malgré tout, les deux récits vont s'entrecroiser, donc celui des enfants et celui de la femme au châle, jusqu'à finalement un dénouement que je ne peux pas révéler pour les éventuels lecteurs. Voilà. Alors, je vous présentais comme un auteur iconoclaste. C'est pas. Je prends ça comme un compliment. Oui, vraiment, c'était... J'aime bien sortir des sentiers battus, essayer de faire du fantastique qui ne reprenne pas forcément tous les clichés du genre, essayer d'aller toujours plus loin dans ce qui fait peur, dans l'épouvante, dans le trouble, dans le malaise aussi, parce que aussi une des particularités de ce que j'écris, c'est que on présente souvent ça comme de l'horreur ou de l'épouvante, mais c'est jamais ni gore ni sanglant, comme vous l'avez vu. Bien sûr. Il n'y a jamais vraiment de scène gore, c'est vraiment pas du tout ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt l'idée de créer une ambiance, une ambiance malsaine, une ambiance qui trouble le lecteur, qui trouble les protagonistes évidemment du roman. Voilà. Alors vous vous attaquez à deux piliers de notre civilisation, la famille et l'Église. Alors pourquoi ce choix ?
Alors effectivement, ce roman s'attaque, c'est une critique qui a dit ça, je sais pas si c'est parce que vous l'avez lu que effectivement plusieurs chroniques ont noté ça, que j'attaque l'Église et Ah, moi, je sais pas, non, moi je fais toujours toute seule. et la famille. Ok, oui, très bien. Mais alors en fait, attaquer l'Église, je trouve que c'est un grand mot parce que c'est un roman dans lequel Non, mais vous faites vaciller l'Église. on fait vaciller. Voilà, le père Vanzine est effectivement un curé dont la foi vacille énormément, et donc ça se ressent tout au long du récit. Il y a toute comme dans beaucoup de romans que j'écris, il y a beaucoup de questionnements un peu philosophiques, un peu existentiels sur la place de l'homme dans l'univers. Et le père Vanzine, effectivement, se questionne beaucoup sur sa foi, et en vient finalement effectivement à remettre totalement en cause tous les fondements bibliques sur lesquels il avait fondé toute son existence depuis qu'il avait fait le séminaire et qu'il avait décidé de se mettre au service de l'Église. Mais cependant, le père Vanzine est un personnage qui est que je considère comme très positif tout au long du récit. Oui, Et je considère personnellement sa foi comme, la foi d'ailleurs des gens en général, comme une tentative touchante de donner un sens à une existence qu'on est fondamentalement dépourvue en réalité. Et le père Vanzine, lui, le problème c'est qu'il se rend compte que tout cela est absurde en fait, en quelque sorte, et il est obligé de remettre en cause tous ces fondements religieux qui avaient jusqu'à présent constitué les fondations de son existence en quelque sorte. Donc effectivement, l'Église, effectivement, il y a une attaque contre l'Église, contre le dogme qu'elle essaie d'enseigner, qui effectivement est remis en cause indéniablement. En ce qui concerne la famille, oui, effectivement, la famille est brisée ici en l'occurrence. Enfin, les familles sont brisées en l'occurrence. Dans le cadre de cette malédiction, après, est-ce que c'est une attaque contre la famille ? Pas forcément, parce qu'au contraire, on voit comme Non, je n'ai pas dit spécialement une attaque, mais enfin, vous attaquez au pilier, quoi. C'est pas vraiment. Oui. Je ne disais pas que vous attaquiez la famille carrément, mais c'était plus au dogme que représente la famille et l'Église, Oui, en fait. bien sûr, oui, c'est sûr que là, on est vraiment dans comme c'est un roman noir, la famille est vraiment s'effrite, s'émiette, et les liens qui unissent notamment les liens fraternels entre, par exemple, Tommy, qui est un des personnages principaux, et son petit frère Billy, qui est touché par la malédiction, ce sont des liens très forts, tout comme le lien mère-fille aussi, mère-fils, comme entre Billy et Sibylle, qui est très fort tout au long du roman. C'est vraiment la force même qui engendre tout ce qui se passe dans le roman, c'est cette volonté d'essayer de sauver un membre de la famille qui est en danger. Voilà. Est-ce qu'ils y arrivent ou pas, ça c'est une autre question dont j'essaie de répondre au fil du roman. Et ce qui est amusant, enfin, entre guillemets, c'est le fait que quand il y a un malheur qui s'abat, les gens qui sont catholiques mais pas pratiquants se ruent tous à l'église. Ils ont besoin d'un réconfort, de trouver une explication, enfin... Je sais pas, Oui, effectivement, c'est vrai qu'au début du roman, il y a cette scène de messe juste après l'épisode du coup de la malédiction des bébés, et puis je souligne effectivement le fait que soudainement l'église s'est énormément remplie parce que les gens, je pense que dans ces périodes de troubles, tout le monde a besoin de trouver des réponses. Certains la trouveront certainement ailleurs que dans l'église, mais effectivement à Chaudrillon, le fait est que beaucoup de personnes se ruent vers la foi. Je pense que c'est un pilier auquel les gens se vouent quand il y a quand ils sont confrontés au malheur, je pense. Oui, mais ça m'a fait penser à la crise en 2008, là, quand la crise financière, quand c'était essentiellement les Anglais qui retrouvaient aussi le chemin de l'Église. Il y a eu un retour à la. Oui, c'était assez. En Angleterre, je connaissais pas cette anecdote, mais. Et pour le Brexit, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors ça, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas vu tout de suite les résultats, je crois. Peut-être, oui. Alors le père Vanzine est touchant de faiblesse, lui qui a déjà une foi chancelante, et il va se trouver confronté au mal absolu. Vous voulez bien nous lire un court extrait de votre roman ? Donc, effectivement, je vais lire l'extrait que vous avez sélectionné, donc c'est plutôt au début du roman, donc page 8, vraiment au tout début du roman. Pendant que l'assemblée reprenait en chœur, le père Vanzine s'était rendu compte que jamais il n'avait à ce point prononcé un discours auquel il ne croyait pas. Il avait beau blâmer la foi vacillante de ses semblables, la sienne l'était au moins autant. L'affaire des bébés avait révélé au grand jour ce dont il se doutait depuis fort longtemps, ce qu'il redoutait, à savoir que le mal existait bel et bien en tant que tel, indépendamment de Dieu et de ses épreuves. Le Tout-Puissant ne l'était peut-être pas tant que ça, finalement. Il n'était en tout cas pas seul à tirer les ficelles de l'univers. Il avait un ennemi juré, que faute de mieux on appelait parfois abstraitement le diable, mais qui disposait pourtant d'une existence bien plus concrète et bien plus réelle que la sienne. Une existence qui parfois se matérialisait par des centaines de bébés hurlant à la mort. Vous croyez à l'existence du mal ? Je pense que quand on contemple l'existence jour après jour, on ne peut que croire à l'existence du mal. Et beaucoup de philosophes que j'admire ont cette pensée justement que on essaie toujours de se réunir autour de la notion de bien, qui est une notion qui est finalement un peu évanescente, dans le sens où chacun a une notion du bien qui est très différente. En revanche, le mal, j'ai l'impression qu'on peut tous le reconnaître de manière très claire et nette. Il y a des figures du mal, des
des moments de douleur, de souffrance qui sont omniprésentes dans l'existence et qui font qu'on le reconnaît indubitablement. Reconnaître le bien est beaucoup plus dur, je pense, que reconnaître le mal. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas œuvrer pour le bien, hein, Bien sûr, oui. mais il est plus dur, je pense, à reconnaître. Donc je pense effectivement que le mal existe, que l'existence est fondamentalement, si on ne fait rien pour l'éviter, une descente vers le mal, effectivement. Mhm. Alors vous faites quand même la part belle aux 4 amis, le MAST. Oui. Ce sont des gamins quand même qui sont très très courageux. Oui, donc le MAST, juste pour expliquer, c'est les initiales donc des 4 adolescents de cette bande, donc Max, Adama, Sarah et Tommy. Et effectivement, ils sont particulièrement courageux. En fait, ils s'amusaient jusqu'à la malédiction des bébés à jouer à des jeux d'aventure comme tous les enfants. En fait, je m'inspire beaucoup de ce que moi j'ai fait quand j'étais petit, soit avec mes frères et sœurs, enfin mes frères en l'occurrence, soit avec mes amis quand j'étais au village et que j'étais un adolescent de leur âge. Voilà, on avait toujours des aventures, on s'amusait à s'inventer des quêtes fictives avec des héros imaginaires, des monstres imaginaires, des royaumes imaginaires. En fait, ils jouent à tout ça de manière un peu naïve jusqu'à la malédiction des bébés. Et puis quand la malédiction des bébés arrive, ils se rendent compte que leur naïveté, tous ces jeux auxquels ils jouaient, finalement, ils vont devoir les transformer pour en faire quelque chose, une quête qui, cette fois-ci, a un sens beaucoup plus grave, beaucoup plus important, puisque ça touche la réalité. En l'occurrence, ça touche la vie de bébés, dont certains sont leurs frères ou leurs sœurs. Mhm. Et donc, effectivement, ils sont obligés, en quelque sorte, de faire preuve de courage. Et je pense qu'effectivement, ils font preuve de courage. Mais de manière un peu vaine. Je crois qu'on peut se rendre compte au fil du roman que leur courage, finalement, est vite balayé par des forces qui les dépassent et qui... Voilà, Alors vous savez, distille l'angoisse. Plus le récit avance, plus nous plongeons dans l'horreur absolue. Je dois avouer que j'ai fait quelques cauchemars après avoir lu votre roman. Alors, et vous, comment vivez-vous avec ces visions dantesques? Parce que vos descriptions sont quand même assez précises. Oui, écoutez, je vis plutôt bien, ça va. Je veux dire, dans le sens où, lorsque j'écris tout ça, c'est vrai que sur le moment, on peut penser que c'est peut-être douloureux à écrire, mais pour moi, au contraire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sans prétention, j'ai l'impression quand même que malgré l'horreur des descriptions que je fais, elles ont un côté poétique aussi. J'essaie de donner toujours un côté très, très imagé, effectivement, pour que le lecteur puisse vraiment se représenter les scènes avec des petits détails qui donnent un côté réel à tout ça. Mais à côté de tout ça, je trouve qu'il y a une certaine beauté finalement dans les descriptions qui sont données, même de ce jardin diabolique qui a une part importante dans ce roman. Donc je prends toujours un plaisir à écrire, même ces scènes vraiment difficiles. Et puis bon, c'est des romans sombres, mais peut-être aussi parce que ça me libère moi-même de certaines souffrances que je peux avoir dans la vie réelle. Écrire sur des souffrances qui sont peut-être encore pires, encore plus palpables que celles qui existent réellement dans nos vies, c'est peut-être un moyen aussi de les évacuer en quelque sorte, et de les exorciser, comme on dit parfois. Oui, c'est vrai. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration pour vos descriptions du monde parallèle, on va dire? J'ai pensé aux toiles de Jérôme Bosch, L'Enfer, ou alors à celui de Botticelli. Alors la peinture, c'est que ça peut m'inspirer de temps en temps. En l'occurrence, je ne connais pas les toiles dont vous me parlez là. Ah d'accord. Mais je dirais que les descriptions, ça s'inspire forcément de mes lectures, je pense, plus que de tableaux. Puis de mon imagination, tout simplement. Alors après, souvent, moi, j'aime beaucoup la nature. Je crois que c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé aussi comme dans les papillons. Donc l'idée que ça se passe dans un parc arboré, tout ça, ça me paraissait assez logique. Donc voilà, après je dirais que c'est plutôt lié à mes lectures, notamment un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Ligotti. Il y a souvent un peu ce genre d'ambiance un petit peu sinistre dans des théâtres de marionnettes abandonnés, ce genre de choses. Donc voilà, une de mes inspirations notamment. Non, parce que j'ai pensé à l'enfer de Botticelli qui avait peint l'enfer pour Dante, pour les. Oui. Parce qu'il y a le Calice aussi. C'est vrai, tiens. Ouais, oui, il y a Calice qui a une importance certaine dans votre roman, on va pas en dire plus. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à lui. Effectivement, je n'avais pas pensé. Oui, je vois à quel tableau vous faites référence maintenant que vous le dites, mais oui, non, je n'avais pas pensé à ça. Je pense pas que ça m'ait inspiré, ou alors seulement inconsciemment, peut-être, des fois. Alors, vous étiez botaniste avant de devenir historien. Vous décrivez une nature un peu malsaine qui fait peur. Je trouve, par moments. Déjà, vos gros papillons noirs, là. Oui, disons que je pense que la nature revêt surtout une part importante de mystère, en fait. C'est ça qui m'a toujours fasciné dans la nature depuis tout petit, ce qui m'a d'ailleurs amené à vouloir l'étudier dans un premier temps. Et effectivement, elle peut faire peur dans certains moments, je pense. Même la nature réelle, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et j'aime bien lui donner un côté magique et incompréhensible. Et puisque mes récits sont sombres, ce côté magique se transforme en malédiction, en côté un petit peu sinistre. Ah ouais. Voilà. Oui, la nature, d'après vous, pourrait être l'ennemi de l'homme, quand même, quelque part. En tout cas, pour être instrumentalisé par des ennemis de l'homme, effectivement, comme un vecteur, un moyen d'atteindre l'homme, effectivement. Oui. Même les miroirs font peur dans votre roman. Ah,
Effectivement, c'est vrai que les miroirs ont un rôle important. Effectivement, c'est vrai que c'est une manière. Les miroirs, c'est là où on peut se contempler, mais est-ce que ce qu'on contemple dans le miroir, ce qu'on pense être nous, est réellement nous? C'est un petit peu la question que je pose aussi à plusieurs reprises dans ce roman. Déjà, quand on se regarde dans un miroir, c'est pas ce que voient les gens. Bah voilà, déjà. Parce que l'image est inversée déjà. Donc finalement, on peut jamais se connaître nous-mêmes. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion un petit peu la fois dernière, mais. Et donc les miroirs sont, un artifice magique en quelque sorte en permanence dans nos vies, puisqu'ils nous montrent une réalité qu'on pense réelle et qui n'est peut-être pas tant que ça. Alors c'est aussi un roman qui parle du sens de la vie. Pourquoi naissons-nous? Quelle est notre mission? Vous-même avez des réponses à ces questions? Malheureusement non, j'aurais pas la prétention d'en avoir, c'est un petit peu difficile. Non, je pense que l'existence, chacun essaie justement de se trouver des sens à son existence. Le père Vandine, ça peut être la foi. Les 4 amis du Mast, en l'occurrence dans le roman, cherchent ici à sauver leur petit frère, leur petite sœur. Donc on peut dire que pour eux c'est la famille, l'amitié qui prend l'avantage. Pour certains ça peut être l'amour, pour certains ça peut être des grandes ambitions personnelles, des grands projets. Mais je pense que globalement tous ces buts qu'on se donne, ce sont des buts purement humains, dans le sens où ce sont des buts qu'on se donne nous-mêmes, qui sont des illusions. Je pense pas qu'il y ait de but ultime en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. Je pense pas qu'il y ait de sens réel à l'existence. Du moins, on est incapable de le percevoir à notre petite échelle. C'est en tout cas ça que je veux dire. Alors la couverture de Lucine Rick est magnifique, elle est même très subtile, à la fois mystérieuse et faussement paisible, car tous les éléments de votre roman sont là. Il y a la lune, les papillons noirs, les daturas, et une mère portant un bébé et tenant un autre enfant par la main. C'est vous qui avez choisi l'illustration? Alors Lucine Rick, peut-être que vous l'ignorez, mais c'est ma compagne. Moi je le savais, mais vous le saviez, je ne savais pas si vous l'avez. Et alors on a choisi ensemble l'illustration, et en fait elle a travaillé un petit peu sur une image qui était libre de droit qu'on trouvait sur Internet, et puis ensuite qui a été retravaillée pour ajouter les papillons, ajouter la frame autour avec les papillons, la lune également, travailler un petit peu sur les couleurs. Et effectivement, je trouve cette illustration particulièrement réussie. Je trouve qu'elle parle vraiment. Je trouve qu'elle révèle à la fois le côté sombre du roman et aussi le côté poétique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit que c'est noir, mais en même temps c'est beau d'une certaine façon. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était très subtil. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous faisons une pause et nous revenons après la chanson de Louis Chédid, Papillon. Les siens sont plus sympathiques que les vôtres, Pablo. La douceur militante, la douceur mon amante, la douceur est transparente. Les plumes sur RCN, Mona. Alors, ce qui m'attire, ça ressemble quand même. Et vous, on arrive Pablo? à l'apogée, pardon. Pablo, vous êtes confiant dans l'avenir? Non, je partage l'avis de mon collègue. C'est vrai que je pense que la notion de progrès est très relative et que concrètement la nature humaine a toujours vécu dans une forme de souffrance, que l'invention de la télévision, du téléphone, tout ce qu'on veut n'a pas fondamentalement changé. Donc je pense pas que l'avenir soit forcément positif, non. Non. Et vous, John? Moi, bizarrement, je suis positif. Je crois que ça va s'améliorer, mais ça n'empêche pas de me rendre compte que c'est un climat anxiogène actuellement, que c'est difficile. Alors, je suis un optimiste. Je garde quand même une vision que ça va s'améliorer. Moi, je crois aux jeunes générations, moi. Si je peux me permettre, je crois quand même à l'amélioration, mais sur des siècles. Je pense pour qu'on avance dans une nouvelle forme de société, à mon avis, il faudrait qu'on voit les choses complètement d'une manière différente. Et pour ça, il faudrait la sagesse. Je crois qu'on en est très, très, très loin. Puisque à la naissance, on vient avec rien, on est bien d'accord. On n'a rien. Il faut tout apprendre. Alors, si on apprend dans un milieu qui n'est pas celui qu'on devrait attendre, forcément, c'est ce qui est en train de se produire. Oui, mais en même temps, on va bien être obligé de s'adapter au réchauffement climatique, aux pénuries de certaines choses. Si on veut, je pense que l'humanité a tendance à croire qu'elle va perdurer. En fait, je pense que c'est faux parce que on n'est rien, on est comme les dinosaures qui ont vécu des centaines de millions d'années de plus que nous et qui ont disparu et il n'y a aucune trace aujourd'hui. Et nous, on est quoi, une petite goutte d'eau là-dedans. Peut-être que notre survie, va dépendre, je pense, de la technologie, peut-être nos voyages. C'est pas illusoire d'aller chercher mieux ailleurs? Pas chercher mieux, se sauver.
On sait que la Terre est condamnée, Non, mais forcément, dans le temps. Mais On sait non. pas. je pense Si, qu'il faut- si, d'une manière. Si. Je pense qu'il faut Quand changer- le soleil, de toute façon, le soleil va ou s'éteindre ou exploser. Donc, si on prend le meilleur des scénarios, s'il s'éteint. Il est vraiment pessimiste. Ah non, Je pense qu'il faudrait du tout, changer ça, de, c'est une de modèle de réalité. société, pour me, en l'occurrence. Voilà. Hein, mais, Il faut. et que malheureusement, je crains que la nature humaine, très égoïste, empêche fondamentalement ce changement qui devrait être radical, malheureusement, et qui, on voit bien, ne prend pas du tout le bon chemin à l'heure actuelle, alors que pourtant on est déjà en situation de crise et urgente. Hein, donc, Oui, oui, je sais. j'ai du mal à voir à quelle situation peut être plus urgente que ce qui est l'état actuel et qu'est-ce qui pourrait engendrer vraiment un changement. Hein. Si ce n'est du coup de la souffrance directe, qu'on sera vraiment confronté à la souffrance directe, peut-être que les gens changeront, mais malheureusement, je pense que ouais, Je pense qu'on est dans une période transitoire peut-être. qui risque de durer, pas 10 ans, mais 100 ans ou plus, ou j'en sais rien. Peut-être 150 ans ou plus, j'en sais rien. Voilà. Mais je pense qu'on est dans une période transitoire. D'ailleurs, j'ai une certaine passion pour la cathédrale de Strasbourg. Ça n'a strictement rien à voir avec notre. Mais où c'est écrit dans la pierre, d'ailleurs. On est en train de changer, effectivement, d'air, entre guillemets. Mais ça va pas se faire en. On a que- Non. du claquement de Il va doigts, falloir, non. je pense, des décennies. C'est comme la réfection de la cathédrale de Strasbourg. Bah hein. oui, qui dit. Donc, j'étais étudiant et ils avaient déjà commencé, donc ça Oui, fait un mais certain nombre J'ai d'années. jamais vu sans un échafaudage. Jamais. C'est ça. Comme toutes les cathédrales, d'ailleurs. Oui. Bon, bah écoutez, vous n'avez pas l'air très. Si, Voilà. on reste optimiste. On va rester. Quel est votre plus grand bonheur? On va- D'être ici ce soir, voilà. Oh, non, mais. Oh, le bonheur, c'est quand même la vie, on va dire. Bah oui, bien C'est sûr. de vivre et puis de pouvoir jouir de tout ce qu'on a, enfin, Ouais. le partage aussi, ça c'est Et vous, Pablo? Bah, je dirais que les moments les plus apaisants que je ressens, c'est quand je suis dans la nature, hein, évidemment. Quand je me promène dans les Vosges, dans les belles forêts vosgiennes, et je me sens apaisé. Voilà. Oui, Je parlerai pas de bonheur, mais d'apaisement en tout cas. d'accord. Et vous, Jab? Faire du sport, dire des nouvelles, chanter à la guitare, se promener effectivement dans les Vosges, les Hautes-Vosges, sur les sommets, oui, tout ça c'est super. Et votre plus grande peur? Alors, peur peut-être de la souffrance, oui, je suis assez. Oui. Bon, je sais que je dois mourir comme tout le monde, ça c'est inéluctable, donc c'est pas. Bon, je suis comme tout le monde, la mort, entre guillemets, fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a beau croire ou ne pas croire, peu importe. Ça laisse quand même quelques questions en suspens. Ceci dit, ça serait plus quand même l'avant. Voilà. D'accord. J'ai pas envie de, comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas, j'invente rien, de rester un an à l'hôpital en train de souffrir, voilà, par exemple. Oui, Mais alors aussi vaste sujet d'écriture, la C'est sûr. mort. Ouais, D'ailleurs, j'ai une nouvelle qui j'effleure le sujet sur l'après. Et après, il y a. Ah. Voilà. Et vous, votre grande peur? Bah, sans grande originalité, mais oui, je pense que la mort, c'est effectivement quelque chose qui fait Ah, peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Hein, Ah oui, ce d'accord. que je développe un peu dans mes romans, c'est justement que ce qu'il y a après, c'est peut-être pas. Si c'était que le néant encore, on n'aurait pas de quoi avoir peur, mais on n'est pas sûr que ce soit que le néant. Mhm. Et bon. Puis après, la grande chose qui me fait peur aussi, c'est l'absence de. C'est pas moins une peur parce que c'est réel dans l'existence, mais c'est l'absence de sens de nos existences, de nos vies à tous. On se demande bien des fois pourquoi on est là. Est-ce que vraiment on a. Vraiment, il y a un but à tout ça, tout simplement. C'est quelque chose qui m'effraie régulièrement. Ouais. Et vous, John? Ben, qu'il n'y ait plus de chocolat chez le marchand, Ah oui, ça c'est vrai. ça c'est angoissant quand même. Plus de champagne aussi. Ah, le champagne, mais éventuellement. Alors, quels sont vos projets d'écriture, Pablo? Bien alors déjà, là, je suis en train de relire Les Disparus de Darlan parce qu'il va être réédité dans les mois à venir chez les éditions Execo. C'est le titre de votre premier roman. C'est ça, Les Disparus de Darlan, mon premier roman qui va être donc réédité chez un nouvel éditeur, mon éditeur actuel, donc les éditions Execo. Et puis par ailleurs, je travaille sur un recueil de nouvelles aussi qui devrait sortir, j'espère, cette année aussi. Enfin, l'année Fantastique, prochaine. je veux toujours dire. aussi Toujours fantastique, ouais, un recueil de nouvelles fantastique, il y en aura une dizaine, j'ai une quinzaine selon le format. Et puis par ailleurs, je suis toujours sur ce roman, un roman fantastique aussi. D'ailleurs, tu fais un petit peu penser d'ailleurs aussi à Dan Brown dans certains aspects, parce que aussi l'idée un peu de complot multimillénaire sur lequel enquêtent les protagonistes, qui devrait sortir aussi prochainement. Alors quand, je sais pas, mais voilà. Il sera encore plus noir que... Pas forcément, non. Non. En tout cas, toujours assez sombre, bien sûr, mais plus noir Oui. que comme dans le papillon, je sais pas. Difficile. Oui, parce qu'il était quand même... hein. Ouais, c'est sûr. Non, je m'attaquerai pas des nourrissons cette fois-ci, en tout cas. Bon, bah, c'est bien. Ah,
Alors, et vous, vos projets d'écriture? Alors, le prochain roman qui est donc écrit, mais pas corrigé, Oui, se passe au XIIe siècle. oui. Ouais. C'est pas un roman historique. Période dite sombre, qui ne l'est pas tant que ça d'ailleurs. Mhm. Hein. Mais bon, ça sera un roman quand même assez sombre. Hein. Ça va saigner dans les chaumières parce que parle pas mal de torture. On tombe sur un moine un peu fou, qui crée une première abbaye. Il est chassé de partout en fait. Il se trouve en Lorraine. Et il est chassé par ses agissements. Et il crée une abbaye, mais à une image particulière, c'est-à-dire que en fait, son abbaye aura cette forme-là. Une forme d'une étoile. Voilà. Oui, parce que À nos 5 auditeurs, à 5 branches, parce que nos auditeurs ne peuvent pas voir ce que vous montrez. Si j'ai fait des plans. Non, mais là, Ah oui, à pardon. l'écoute. Oui, autant pour moi. Voilà, donc une étoile à 5 branches. Et comme, sans vouloir tout dévoiler aussi, ça se gâte un petit peu pour lui. Donc ça se passe chez moi à Bruyères, dans les Vosges. Et bien sûr, tout ça est imaginaire, mais ça tombe en même temps que la création de Bruyères, puisqu'il y avait un château également. Hein. Et il s'en va en Roumanie et pour se faire oublier un petit peu, il traverse les frontières et il recrée la même abbaye, mais à l'envers cette fois-ci. Dans son orientation, ce qui représente, c'est la représentation, Du le mal. pentagramme du mal, du diable. D'accord. Voilà. Et tout se passe dans une ambiance. Il y a du bébé qui passe aussi, hein, en charcuterie. D'accord. Ouais, non, Mais qu'est-ce que vous avez c'est- contre les Vosges? Parce que là, tout se passe déjà dans Mais les contre les Vosges. bébés. Moi, c'est un hommage aux Vosges, ça. Mais... Mes livres dans les Vosges, c'est aussi parce que c'est une région que j'adore, Oui, oui. simplement. Bon, merci à Pablo Behac d'être venu nous parler de son roman Comme meurent les papillons, publié aux éditions Ex Aequo. Merci à Patrick Richard d'être venu nous parler de L'Héritière, publié chez Rebeline Éditions. Merci à John Bullitt qui nous a lu sa nouvelle Savoir jouer au foot. Et je crois que dans les cartons, il y a un livre, peut-être un recueil de nouvelles qui va bientôt paraître. Alors normalement, aux éditions Rebeline, avec Bernard Collin, normalement, on a prévu de sortir un recueil courant 2023. Donc ça approche. Ça approche, hein, il reste 15 jours. Merci à Damien qui était à la technique aujourd'hui. Nous allons nous quitter sur une note d'espoir avec les Kids United, nouvelle génération, qui nous interprète l'hymne de la vie. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.